Paris n'était pas une ville. C'était une promesse murmurée à l'oreille de ceux qui avaient trop d'ambition pour se contenter de leur sort, mais pas assez de moyens pour s'offrir le rêve. Pour Isabelle Dumas, cette promesse avait le goût métallique de l'adrénaline et l'odeur âcre des pots d'échappement sous la pluie battante du mois de novembre. Il était 19 heures passées. La Défense, ce quartier d'affaires aux tours de verre inhumaines, se vidait de ses fourmis en costume gris. Isabelle, elle, restait figée sous l'auvent du bâtiment où elle venait de passer un entretien humiliant pour un poste d'assistante de direction. Ses escarpins, bon marché mais soigneusement cirés, prenaient l'eau. Encore un échec, souffla-t-elle, la buée se formant devant ses lèvres. À 29 ans, Isabelle portait sur ses épaules le poids de 2 vies. La sienne et celle que sa grand-mère, restée à Lyon, avait rêvé pour elle. Tu es faite pour de grandes choses, ma chérie. Ne laisse jamais personne te dire que ta place est en bas de l'échelle. Mais ce soir-là, l'échelle semblait savonneuse et interminable. Elle consulta son téléphone. La batterie agonisait, tout comme sa patience. Elle commanda un VTC, optant pour l'option la plus économique. Elle ne pouvait pas se permettre le luxe, mais elle ne pouvait pas non plus affronter le métro bondé avec les larmes qui menaçaient de couler et de ruiner son maquillage. 10 minutes plus tard, une berline grise, propre mais sans prétention, s'arrêta devant elle. Pas de marque prestigieuse, juste un véhicule fonctionnel. Isabelle s'engouffra à l'arrière, claquant la portière pour échapper aux rafales de vent. « Bonsoir », dit une voix calme. « Vous voulez que je monte un peu le chauffage ?» Vous tremblez. Isabelle leva les yeux vers le rétroviseur. Elle s'attendait à un signe de tête vague, à l'indifférence polie des chauffeurs parisiens, habitués à transporter des âmes en peine. Au lieu de cela, elle croisa un regard d'une intensité désarmante. L'homme au volant semblait avoir la trentaine. Il avait des traits fins, presque aristocratiques, qui juraient étrangement avec son blouson en cuir un peu usé au coude. Ses cheveux châtains étaient coupés courts, de manière pratique. « Oh oui, s'il vous plaît », répondit-elle sèchement, en essayant d'essuyer les gouttes de pluie sur sa jupe. « Et si on pouvait éviter la conversation, ce serait parfait. J'ai eu une journée épouvantable. » Le chauffeur ne s'offensa pas. Il y eut un silence, mais pas ce silence lourd et gênant qu'elle redoutait. C'était une absence de bruit apaisante. Il monta le chauffage, et une chaleur douce enveloppa l'habitacle. Isabelle ferma les yeux, la tête appuyée contre la vitre froide. Les images de l'entretien lui revinrent. Le recruteur avait à peine regardé son CV, s'attardant plutôt sur son adresse en banlieue, et l'absence de grandes écoles parisiennes, prestigieuses dans son parcours. « Vous êtes compétente, mademoiselle Dumas, mais nous cherchons quelqu'un qui a, comment dire, les codes. Ce mot la hantait. C'était une barrière invisible, plus solide que l'acier. Parfois, dit soudainement le chauffeur, sa voix grave brisant la rêverie d'Isabelle, le plus dur n'est pas de tomber, mais d'avoir l'impression que personne ne nous voit nous relever. Isabelle rouvrit les yeux, surprise. Elle fixa la nuque de l'homme. Je vous demande pardon ? Je vous observais dans le rétroviseur quand vous attendiez, expliqua-t-il sans se retourner, gardant les yeux rivés sur le périphérique saturé de lumière rouge. Vous ne ressembliez pas à quelqu'un qui a perdu une bataille, mais à quelqu'un qui cherche une nouvelle stratégie. C'est différent. Isabelle laissa échapper un rire bref, sans joie. Vous êtes philosophe maintenant ? Je pensais avoir commandé un chauffeur. Je suis Cédric, dit-il simplement, et je suis chauffeur parce que j'aime écouter les histoires que la ville raconte. Et ce soir, votre histoire semble lourde. Il y avait dans sa voix une sincérité qui perça l'armure d'Isabelle. Elle qui s'était jurée de ne plus montrer de faiblesse, se sentit étrangement en sécurité dans cet espace confiné, coupé du monde extérieur. « Je suis fatiguée, Cédric », avoua-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Fatiguée de devoir prouver que je vaux autant que ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Cédric manœuvra avec une fluidité déconcertante au milieu des klaxons agressifs. L'argent est un masque, Isabelle. Il avait lu son prénom sur l'application. Il permet de se cacher, de s'inventer une importance. Mais la vraie valeur, celle qui ne se dévalue pas, c'est ce qu'on est capable d'endurer sans perdre son humanité. Isabelle le regarda avec plus d'attention. Il parlait avec une diction parfaite, un vocabulaire choisi. Ses mains sur le volant étaient soignées,
sans alliance, sans montre ostentatoire. Il dégageait une sérénité qui contrastait violemment avec le chaos de sa propre vie. Pourquoi un homme qui parlait comme un livre ancien conduisait-il une berline bon marché pour des inconnus ingrats? C'est facile à dire, répliqua-t-elle, un peu plus doucement. Mais le loyer ne se paie pas avec de l'humanité. C'est vrai, concéda-t-il avec un demi-sourire qu'elle devina dans le miroir. Mais le bonheur ne s'achète pas avec un loyer payé non plus. Ils arrivèrent devant son immeuble, une bâtisse modeste dans le 18e arrondissement. La pluie avait cessé, laissant place à une brume humide. Au moment de descendre, Isabelle hésita. Elle fouilla dans son sac pour chercher un pourboire, un réflexe de son éducation lyonnaise, mais Cédric se tourna vers elle. Pour la première fois, elle vit son visage en pleine lumière. Il avait des yeux d'un gris orageux, profond et bienveillant. « Gardez ça, dit-il en voyant la pièce de 2 euros. Offrez-vous un café chaud demain matin avant de repartir au combat. Et Isabelle ?» Elle s'arrêta, la main sur la poignée. « Ne les laissez pas vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien. Les codes, comme vous dites, ne sont que des illusions pour ceux qui ont peur de la réalité. » Isabelle sortit de la voiture, troublée. Elle resta sur le trottoir à regarder les feux arrière de la voiture s'éloigner dans la nuit parisienne. Elle ne le savait pas encore, mais cette rencontre banale, ce trajet de 20 minutes, venait de sceller son destin. Elle pensait avoir rencontré un simple chauffeur, un peu poète. Elle ignorait qu'elle venait de croiser l'homme qui détenait les clés d'un royaume dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Mais pour l'instant, elle n'était qu'Isabelle, seule face à Paris, avec l'étrange sensation que pour la première fois depuis son arrivée, quelqu'un l'avait vraiment vue. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit pluvieuse à la Défense. Contre toute attente, Isabelle avait décroché un poste. Pas celui d'assistante de direction qu'elle visait initialement, mais un rôle d'attaché commercial junior chez Verrier & Associés, une agence de communication de prestige située dans le 8e arrondissement. C'était un monde de marbre, de dorure et de sourires carnassiers. Dès ses premiers jours, Isabelle comprit que sa compétence ne suffirait pas. Il fallait paraître. Elle dépensait une fortune en vêtements pour se fondre dans la masse, mangeait des sandwichs triangulaires en cachette pour économiser et hochait la tête aux conversations sur les vacances à Saint-Barthélemy qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. Un mardi soir, épuisée par une réunion interminable où sa supérieure, Élise, une femme aussi élégante que glaciale, avait démonté sa présentation point par point, Isabelle s'effondra sur un banc public, non loin des Champs-Élysées. Elle sortit son téléphone pour commander un VTC. Son pouce hésita. Une impulsion ridicule, presque superstitieuse, la poussa à espérer. Lorsque la voiture arriva, ce n'était pas la berline grise. C'était une petite citadine blanche. La déception lui piqua la gorge. Mais alors qu'elle s'apprêtait à monter, un coup de klaxon discret attira son attention. Garée en double file un peu plus loin, la berline grise était là. La vitre baissée laissait apparaître le visage familier de Cédric. Il lui fit un petit signe de la main, un sourire en coin aux lèvres. Isabelle annula sa course avec un sentiment de culpabilité mêlé d'euphorie et courut vers lui. « Vous me pistez ?» demanda-t-elle en s'installant à l'avant cette fois, une audace qui la surprit elle-même. « Je finissais une course dans le quartier », répondit Cédric avec cette voix calme qui semblait ralentir le rythme effréné de Paris. « J'ai vu une jeune femme qui ressemblait à un soldat revenant du front. J'ai supposé que c'était vous. C'est pire que le front. C'est le monde du luxe, soupira-t-elle en bouclant sa ceinture. Au lieu de démarrer immédiatement, Cédric la regarda. « Vous avez eu le poste, n'est-ce pas ?»« Oui, et je commence à me demander si c'était une bénédiction ou une malédiction. Les victoires ont souvent un goût amer au début, Isabelle. Ça ne veut pas dire qu'elles ne valent rien. » Il lui proposa de l'emmener non pas chez elle, mais au meilleur endroit de Paris pour oublier qu'on est à Paris. Intriguée, elle accepta. Il la conduisit sur les quais de Seine, loin de l'agitation touristique, vers un petit kiosque qui vendait des crêpes. Ils s'assirent sur le rebord de pierre, les jambes pendant au-dessus de l'eau sombre, où se reflétaient les lumières de la ville. « C'est ça, le grand luxe ?» plaisanta Isabelle, en mordant dans une crêpe au sucre. Le silence, l'eau
et une crêpe chaude un mardi soir. Pour moi, c'est inestimable, répliqua Cédric en observant une péniche passer. Isabelle l'observa à la dérobée. Sous les lampadaires, elle remarqua l'usure du col de sa chemise et ses baskets qui avaient connu des jours meilleurs. Il vivait dans un autre monde, un monde où l'ambition ne dévorait pas l'âme. C'était reposant, mais aussi inquiétant pour elle qui voulait tant s'élever. « Pourquoi vous contentez-vous de ça, Cédric ?» demanda-t-elle doucement. « Vous avez l'air si intelligent, cultivé. Vous pourriez faire autre chose que conduire. » Cédric eut un rire bref, presque mélancolique. « J'ai déjà fait autre chose. J'ai couru après des ombres, Isabelle. J'ai appris que l'important n'est pas la hauteur du sommet qu'on atteint, mais la vue qu'on a en montant. Et ici, avec vous, la vue est plutôt belle. » Isabelle sentit ses joues s'empourprer. C'était la première fois qu'un homme la complimentait sans arrière-pensée, sans regarder son décolleté ou évaluer sa position sociale. « Vous êtes bizarre, Cédric Valois, » murmura-t-elle. « Peut-être, mais vous souriez enfin. » C'était vrai. La tension de la journée s'était évaporée. Pendant 1 heure, ils parlèrent de tout et de rien. Il l'écouta raconter ses déboires avec Élise, ses peurs de ne pas être à la hauteur, ses rêves de revanche sociale. Il ne la jugea pas. Il ne lui dit pas de changer. Il se contenta d'être là, une ancre solide dans sa tempête. Lorsqu'il la raccompagna finalement chez elle, Isabelle réalisa qu'elle ne voulait pas que le trajet s'arrête. « À bientôt ?» demanda-t-elle en descendant, retenant son souffle. « Quand vous voudrez, Isabelle. Je ne suis jamais bien loin. » En montant les escaliers de son immeuble, Isabelle se sentit légère. Elle savait que Cédric n'avait rien à lui offrir matériellement. Pas de restaurants étoilés, pas de relations influentes pour l'aider chez Verrier. C'était un homme simple, peut-être même un peu pauvre au vu de ses vêtements. Mais pour la première fois depuis son arrivée à Paris, elle ne se sentait plus seule. Elle ignorait cependant qu'en bas, dans sa voiture, Cédric passait un appel sur un téléphone sécurisé, son regard gris fixé sur la fenêtre illuminée d'Isabelle. « Non, ne renouvelle pas le bail de l'appartement avenue Foch, » disait-il à voix basse. « Je reste là où je suis encore un peu. J'ai une raison de rester. » L'hiver parisien s'effaça doucement pour laisser place à un printemps timide, mais pour Isabelle, la température ne semblait jamais monter. Chez Verrier, un associé, l'atmosphère était devenue étouffante. Elle avait réussi à garder son poste, mais chaque jour était une lutte pour sa survie sociale. Son principal obstacle portait un nom, Solène de Courcy. Ville d'un diplomate, Solène évoluait dans les couloirs de l'agence comme si elle en était la propriétaire. Elle avait repéré l'insécurité d'Isabelle comme un requin repère une goutte de sang. « Ma pauvre chérie », lança Solène un midi, en inspectant le Tupperware qu'Isabelle sortait discrètement de son sac. « Tu manges encore tes restes? Tu sais, la cantine bio du coin ne coûte que 20 €. C'est dommage de s'infliger ça. » Les rires étouffés des autres collègues brûlèrent les oreilles d'Isabelle. Elle rangea son déjeuner sans un mot, l'estomac noué par la honte. Ce soir-là, elle ne commanda pas de VTC. Elle envoya juste un SMS à Cédric. « J'ai besoin de respirer. » Il fut là en 10 minutes. Cédric était devenu son secret, son jardin caché. Au fil des semaines, leurs rencontres s'étaient multipliées. Ils ne faisaient rien d'extraordinaire. Des promenades au parc Monceau, des cafés-bus, debout au comptoir, des discussions interminables sur les livres qu'il dévorait en attendant ses clients. « On ne va pas traîner dehors ce soir, » déclara-t-il, en la voyant monter, les yeux rouges. « Je t'invite à dîner, chez moi. » Isabelle se figea. C'était une étape. Jusqu'ici, Cédric n'était qu'une voix, une silhouette, une présence rassurante dans une voiture. Entrer chez lui, c'était entrer dans sa réalité. Il habitait un petit studio au 5e étage, sans ascenseur, dans le quartier des Batignolles. En montant les marches usées, Isabelle sentit une pointe d'appréhension. Et s'il vivait dans un taudis, l'appartement était minuscule, 20 mètres carrés tout au plus. Mais il était d'une propreté immaculée. Il n'y avait pas de télévision, pas de console de jeu, pas de désordre, juste un lit simple, une petite table et des livres. Des centaines de livres, empilés contre les murs, formant des tours précaires. De la philosophie, de l'économie, de la poésie. « Ce n'est pas le Ritz », dit Cédric en débouchant une bouteille de vin rouge bon marché. « Mais c'est chez moi.
Isabelle s'assit sur l'unique chaise pendant qu'il préparait des pâtes à la tomate sur un réchaud électrique. Elle observa la peinture écaillée au plafond, le tapis élimé. Tout criait la précarité. Un pincement au cœur la saisit. Elle aimait cet homme, elle le sentait grandir en elle, mais pouvait-elle construire un avenir ici, dans ces 20 mètres carrés, alors qu'elle rêvait de penthouse et de voyage? « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» demanda Cédric en posant 2 assiettes fumantes. « Je me demande comment tu fais pour être aussi serein, avoua-t-elle. Tu as 31 ans, Cédric. Tu vis ici. Tu conduis la voiture des autres. Tu n'as pas envie de plus ?» Cédric s'assit face à elle, ses genoux frôlant les siens. Son regard gris devint sérieux. « J'ai tout ce qu'il me faut, Isabelle. J'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai des livres pour voyager. Et ce soir, j'ai la femme la plus extraordinaire de Paris en face de moi. Le plus, c'est souvent du bruit qui nous empêche d'entendre l'essentiel. » Isabelle baissa les yeux, honteuse de ses pensées matérialistes. « Je suis si fatiguée de faire semblant, Cédric. Avec toi, c'est le seul moment où je ne porte pas de masque. » Il tendit la main par-dessus la petite table et prit la sienne. Ses doigts étaient chauds, rassurants. « Alors ne le porte plus. Sois Isabelle, celle qui se bat, celle qui rit, celle qui pleure. Je n'ai besoin de rien d'autre. » L'émotion submergea Isabelle. Elle se leva, contourna la table et, sans réfléchir, se pencha pour l'embrasser. Ce n'était pas un baiser de cinéma, grandiose et passionné. C'était un baiser doux, lent, qui goûtait le vin rouge et la promesse. Cédric répondit à son étreinte avec une tendresse infinie, l'attirant contre lui. Dans ses bras, au milieu de ce studio modeste qui sentait le vieux papier et le basilic, Isabelle oublia Solène, l'agence et ses ambitions dévorantes. Pour la première fois, elle se dit que l'amour pouvait peut-être suffire, que ce chauffeur au cœur d'or valait tous les PDG du monde. Mais au fond d'elle, une petite voix insidieuse, celle de la peur du manque qu'elle avait connu toute son enfance, chuchotait encore « Pour combien de temps ?» Cédric, lui, la serrait comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais tenue, bien plus précieuse que l'empire qu'il avait fui. Il savait que le plus dur restait à venir, lui avouer qui il était vraiment, sans briser cette confiance fragile qu'il venait de tisser. « Reste ce soir », murmura-t-il contre ses cheveux. « Je reste », répondit-elle. Et dans le silence de ce petit appartement, 2 mondes entrèrent en collision, unis par un sentiment sincère, mais menacés par un mensonge colossal. Les 6 mois qui suivirent furent une parenthèse enchantée, une bulle d'oxygène dans l'air vicié de Paris. Isabelle vivait désormais entre 2 réalités. Le jour, elle était la guerrière en tailleur strict qui se battait pour sa place chez Verrier & Associés. Le soir et les week-ends, elle redevenait elle-même dans les 20 mètres carrés de Cédric. Ils avaient développé une routine douce. Le dimanche matin, ils allaient au marché des Batignolles, achetant des légumes moches mais savoureux que Cédric cuisinait avec une dextérité surprenante. Ils ne sortaient pas dans les lieux branchés. Leur rendez-vous se faisait sur les bancs publics, dans les musées gratuits le premier dimanche du mois, ou simplement blottis l'un contre l'autre à lire. Cependant, une étrangeté persistait. Parfois, quand Isabelle parlait de ses dossiers complexes, de ses stratégies marketing pour des clients difficiles, Cédric lâchait une remarque d'une pertinence foudroyante. Un soir, alors qu'elle s'arrachait les cheveux sur le dossier d'une grande marque de cosmétiques qui menaçait de quitter l'agence, Cédric, qui repassait ses chemises, dit tranquillement « Le problème n'est pas le prix, Isa, c'est l'héritage. Ils ont peur de perdre leur identité historique en se modernisant. Rassure-les sur leurs racines et ils accepteront le changement. » Isabelle l'avait regardé, bouche bée. « Comment peux-tu savoir ça? Tu conduis des voitures, Cédric. » Il avait haussé les épaules, un sourire énigmatique aux lèvres. « J'écoute la radio et mes clients parlent beaucoup au téléphone. On apprend par osmose. » Isabelle avait suivi son conseil. Le lendemain, elle sauvait le contrat. Ce succès lui valut, pour la première fois, un hochement de tête approbateur de sa direction. Mais au lieu de célébrer cela avec Cédric, elle ressentit un malaise grandissant. Si son petit ami chauffeur avait l'intelligence d'un consultant, pourquoi se contentait-il de si peu?
Ce manque d'ambition, qu'elle trouvait reposant au début, commençait à l'irriter subtilement. L'automne arriva, et avec lui, l'invitation tant redoutée, le gala annuel de l'agence. C'était l'événement où il fallait voir et être vu. Alors Isabelle lança Solène de Courcy près de la machine à café, sa voix résonnant comme un couperet. « On va enfin rencontrer ce mystérieux compagnon dont tu ne parles jamais? Où est-il imaginaire ?» Les rires fusèrent. Isabelle sentit la chaleur lui monter aux joues. Elle avait soigneusement cloisonné ses deux vies, évitant de mentionner la profession de Cédric, laissant planer un flou artistique. « Il sera là !» répondit-elle, piquée au vif. Le soir même, l'atmosphère dans le petit studio était lourde. Isabelle tournait en rond, triturant l'invitation cartonnée dorée alors fin. « Tu veux que je t'accompagne à une soirée ?» demanda Cédric, surpris mais ravi. « C'est la première fois que tu me le proposes. »« Oui, c'est important pour ma carrière, » dit-elle, en évitant son regard. « Mais Cédric, ce sont des gens très particuliers, très superficiels. » Il posa son livre et la regarda intensément. « Tu as honte de moi, Isabelle ?» La question posée sans colère la transperça. « Non, bien sûr que non, » protesta-t-elle trop vite. « C'est juste que il juge tout. Les vêtements, les montres, les titres. » Elle s'approcha de sa penderie ouverte, où ne pendaient que quelques chemises simples et un blouson usé. « Tu n'as pas de costume, » murmura-t-elle. « J'en trouverai un, » assura-t-il. « Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas honte. » « Ce n'est pas ça, mentit-elle encore. Je veux juste te protéger d'eux. » Mais au fond d'elle, la vérité était plus laide. Elle ne voulait pas le protéger d'eux. Elle voulait se protéger, elle, du ridicule. Elle l'imaginait déjà, avec ses manières simples, au milieu de ces loups de la finance, expliquant qu'il passait ses journées dans les embouteillages. Le décalage serait insupportable. Cédric se leva et prit son visage entre ses mains. « Isabelle, regarde-moi, je t'aime. Si c'est important pour toi, je serai le parfait gentleman. Je serai ton roc. Laisse-moi juste être là pour toi. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux partagées entre l'amour profond qu'elle lui portait et cette ambition toxique qui lui rongeait les entrailles. Elle dit oui, mais dans son esprit, elle calculait déjà comment limiter les dégâts, comment présenter Cédric sans dire toute la vérité. Elle ne savait pas que pour Cédric, ce gala serait une épreuve bien plus risquée que pour elle, car dans ce monde qu'elle admirait tant, il y avait des visages qu'il avait passé 10 ans à fuir. Le pavillon Gabriel brillait de 1000 feux. Des lustres en cristal, grands comme des roues de carrosse, surplombaient une foule vêtue de soie, de velours et de suffisance. Pour Isabelle, qui portait une robe bleu nuit louée pour l'occasion, l'air semblait raréfié, chargé d'un parfum capiteux de champagne et de jugements silencieux. À son bras, Cédric avançait avec une aisance déconcertante. Il avait déniché un smoking noir. La coupe était classique, le tissu d'une qualité indéniable, bien que légèrement patiné par le temps. Il ne portait ni montre de luxe, ni bouton de manchette en diamant, contrairement aux hommes qui les entouraient, mais il avait une allure, une droiture dans le dos qui attirait les regards. Isabelle, elle, était une boule de nerfs. Elle scrutait la salle, redoutant l'instant fatidique. « Détends-toi » chuchota Cédric en sentant ses doigts se crisper sur sa manche. « Tu es magnifique. Respire. » « Tu ne comprends pas » murmura-t-elle entre ses dents. « C'est un champ de mine. » La mine explosa quelques secondes plus tard. Solène de Courcy fonça sur eux, une coupe de champagne à la main, un sourire prédateur aux lèvres. Elle était entourée de 2 cadres dirigeants, Julien et Marc, connus pour leur snobisme décomplexé. « Isabelle » s'écria Solène, faussement ravie. « On pensait que tu ne viendrais pas. Et voici donc le fameux mystère. » Isabelle sentit son estomac se nouer. « Oh, bonsoir Solène. Je te présente Cédric Valois, mon compagnon. » Cédric s'inclina légèrement, un geste d'une politesse désuète mais charmante. « Enchanté, madame. »« Mademoiselle, » corrigea Solène en le dévisageant de la tête aux pieds. « Alors, Cédric, Isabelle est très secrète à votre sujet. Dans quel secteur exercez-vous vos talents? La finance? Le droit ?» Isabelle intervint précipitamment, la voix un peu trop aiguë. Cédric est dans le secteur des transports. Un silence poli s'installa. Julien, un homme au visage poupin rougi par l'alcool, ricana. « Les transports? C'est vague. Vous êtes armateur ?»
PDG d'une compagnie aérienne? Cédric sourit, un sourire calme qui ne montrait aucune gêne. Il posa sa main sur celle d'Isabelle pour l'apaiser, sentant sa panique. Rien d'aussi grandiose, monsieur. Je suis chauffeur VTC. Je conduis les Parisiens là où ils ont besoin d'aller. Le silence qui suivit fut assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette épaisse. Le sourire de Solène s'élargit, cruel. Chauffeur? Oh, c'est original, très terre à terre. C'est courageux, Isabelle. Je ne savais pas que tu avais l'âme d'une mécène sociale. Les rires étouffés de Marc et Julien furent comme des gifles pour Isabelle. Elle voulait disparaître, s'enfoncer sous le parquet. Elle regarda Cédric, espérant le voir écrasé, honteux. Mais il se tenait droit, le regard fixant Solène avec une intensité qui fit vaciller l'assurance de la jeune femme. « Il n'y a pas de sot métier, mademoiselle, » dit Cédric doucement. « Il y a seulement de sottes gens qui jugent la valeur d'un homme à la taille de son portefeuille, plutôt qu'à la richesse de son esprit. » Solène cligna des yeux, déstabilisée par la répartie et le vocabulaire choisi de ce simple chauffeur. Mais elle se reprit vite, piquée au vif. « C'est très poétique, Cédric. Mais la poésie ne paie pas les factures, n'est-ce pas, Isabelle? J'espère que tu as prévu le budget pour 2 ce soir. » Elle tourna les talons, emmenant sa cour avec elle, laissant derrière elle une traînée de mépris. Isabelle lâcha le bras de Cédric comme s'il était brûlant. Elle tremblait non plus de peur, mais d'une rage froide. « Pourquoi as-tu dit ça ?» siffla-t-elle, les larmes aux yeux. « Pourquoi as-tu dû être aussi imprécis ?» Secteur des services aurait suffi. Parce que c'est la vérité, Isa. Je n'ai pas honte de ce que je fais. Pourquoi devrais-je mentir à ces gens qui ne valent pas le quart de ton attention? Parce que je travaille avec eux, hurla-t-elle presque, avant de baisser la voix en voyant des têtes se tourner. Parce que je dois les affronter tous les jours. Tu m'as humilié, Cédric. Tu m'as fait passer pour la pauvre fille qui sort avec le petit personnel. Cédric la regarda avec une tristesse infinie. Si la vérité t'humilie, Isabelle, alors le problème n'est pas mon métier, c'est ton regard sur moi. Je veux partir, trancha-t-elle. Tout de suite, elle se dirigea vers la sortie sans l'attendre, le cœur battant la chamade. Elle avait l'impression que toute la salle la pointait du doigt. Dans son esprit embrumé par la honte sociale, elle ne voyait plus la gentillesse de Cédric, ni son soutien. Elle ne voyait que le fossé qui les séparait. Elle ne voyait qu'un boulet qu'elle traînait aux pieds, l'empêchant de s'envoler vers ce monde brillant qu'elle convoitait tant. Ce soir-là, dans le taxi du retour, un vrai taxi cette fois, car elle refusa qu'il appelle sa voiture de service. Aucun mot ne fut échangé. Le silence n'était plus confortable. Il était glacial, annonciateur de la tempête à venir. Le lendemain du gala, le bureau de Verrier & Associés s'était transformé en un tribunal silencieux. Dès qu'Isabelle franchit les portes vitrées, elle sentit les regards peser sur elle comme du plomb. Les conversations s'arrêtaient sur son passage pour reprendre en chuchotement dès qu'elle s'éloignait. Vers 10 heures, elle trouva un post-it jaune collé sur son écran d'ordinateur. Dessus, une simple caricature griffonnée au stylo bleu, un carrosse transformé en citrouille, avec la légende « Cendrillon » et son cocher. Isabelle froissa le papier, les mains tremblantes, et le jeta à la poubelle. Elle avait envie de pleurer, mais la colère l'emportait. Pas contre ses collègues cruels, mais contre Cédric. S'il avait menti, s'il s'était inventé un métier plus acceptable, juste pour une soirée, rien de tout cela ne serait arrivé. À midi, Solène entra dans son bureau et ferma la porte derrière elle. Isabelle se raidit, s'attendant à une nouvelle pique, mais le visage de Solène affichait une fausse compassion, bien plus dangereuse que son mépris habituel. « Écoute, Isabelle, » commença-t-elle en s'asseyant sur le coin du bureau. « Je sais que j'ai été dure hier, mais c'est parce que je m'inquiète pour toi. »« Tu t'inquiètes » répéta Isabelle, sceptique. « Tu es brillante. Tu as un avenir ici. Le grand patron a remarqué ton travail sur le dossier cosmétique. Mais l'image, c'est tout dans notre métier. » Solène se pencha, sa voix devenant confidentielle, presque mielleuse. « Ce garçon, Cédric, il a l'air gentil, mais sois réaliste. Tu grimpes les échelons, tu commences à gagner de l'argent, à avoir du statut. Lui, il stagne. Il est heureux comme ça, » défendit mollement Isabelle, bien que l'argument sonnât faux à ses propres oreilles.
Est-il heureux ou est-il confortable? Insinua Solène. Les hommes sans ambition adorent les femmes comme toi. Tu es leur ticket gagnant. Tu travailles dur, tu paies les sorties, tu apportes le prestige, et lui, il se laisse porter. C'est un profiteur, ma chérie, un boulet doré. Ces mots s'infiltrèrent dans l'esprit d'Isabelle comme un venin lent. Profiteur, boulet. Le soir même, l'atmosphère entre Isabelle et Cédric avait changé. Ils étaient chez elle cette fois. Cédric préparait le dîner, comme souvent, puisqu'elle rentrait tard. L'odeur d'un risotto aux champignons emplissait la cuisine, une odeur qui autrefois l'aurait apaisée. Aujourd'hui, elle l'irritait. Elle le regarda couper les oignons avec minutie. Il portait le même pull gris qu'il avait depuis des mois. « Tu as cherché autre chose aujourd'hui » demanda-t-elle brusquement, sans même un bonjour. Cédric se figea, le couteau en l'air, puis se tourna vers elle. « Bonsoir à toi aussi, Isa. Cherchez quoi? Un autre travail, une formation. N'importe quoi qui ne soit pas conduire des gens ivres ou arrogants toute la journée. » Il posa le couteau et s'essuya les mains sur un torchon. Son calme l'exaspérait. Elle voulait qu'il crie, qu'il se défende, qu'il montre une once d'égo. On en a déjà parlé, Isabelle. J'aime ma liberté, j'aime mes horaires, je gagne de quoi vivre. Pourquoi veux-tu que je change? Parce que, de quoi vivre, ce n'est pas assez, explosa-t-elle. On a 30 ans, Cédric. Tu veux vivre dans 20 mètres carrés toute ta vie? Tu comptes sur moi pour payer les vacances? Pour acheter un jour un appartement? Cédric la fixa, ses yeux gris devenant plus sombres. Je ne t'ai jamais demandé un centime, Isabelle. Je paie ma part, toujours. Ce n'est pas une question de centimes, c'est une question de vision. Tu te reposes sur moi, tu sais que je réussis, alors tu te dis que tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Solène avait raison. « Solène !» coupa Cédric, la voix soudain glaciale. « Tu laisses cette femme dicter ce que tu penses de nous, cette femme qui ne connaît rien à la vie. Elle connaît la réussite, elle, au moins, elle avance. Toi, tu fais du surplace, et j'ai peur qu'en restant avec toi, je finisse par faire du surplace aussi. » Il s'approcha d'elle. Pour la première fois, Isabelle vit une lueur de déception profonde dans son regard, une blessure qu'elle venait d'infliger délibérément. L'ambition, Isabelle, ce n'est pas d'écraser les autres ou d'accumuler des objets, c'est de devenir une meilleure version de soi-même. Si tu penses que je te tire vers le bas parce que je ne porte pas de costume-cravate, alors tu ne me regardes pas, tu regardes mon étiquette. Peut-être que l'étiquette compte plus que tu ne le crois, répliqua-t-elle cruellement. Cédric recula, comme s'il avait reçu un coup physique. Il éteignit le feu sous le risotto à moitié cuit. « Je vais rentrer chez moi, » dit-il calmement. « Je pense que tu as besoin de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Un partenaire ou un accessoire de mode pour épater tes collègues. » Il prit sa veste et sortit, la laissant seule avec l'odeur du risotto inachevé et le silence pesant de son appartement. Isabelle s'assit sur le canapé, les bras croisés. Elle se sentait forte, justifiée par les paroles de Solène. Elle se disait qu'elle l'avait secouée pour son bien. Elle ne voyait pas qu'elle venait de fissurer, peut-être irrémédiablement, la seule chose vraie qu'elle possédait à Paris. Le poison avait fait son œuvre. Elle commençait à mépriser l'homme qu'elle aimait. Le silence qui s'installa entre eux dura 3 jours. 3 jours interminables où le téléphone d'Isabelle resta muet, posé sur son bureau comme un reproche technologique. Chez Verrier & Associés, elle affichait un masque de fer, enchaînant les succès. Elle venait d'être nommée responsable adjointe sur le dossier Phoenix, une fusion d'entreprises majeure. C'était la reconnaissance qu'elle attendait depuis toujours. Pourtant, le soir, quand elle rentrait dans son appartement vide, l'euphorie retombait comme un soufflet raté. Elle avait envie d'appeler Cédric, de lui raconter sa victoire, d'entendre sa voix calme lui dire « Je savais que tu en étais capable ». Mais l'orgueil, ce gardien jaloux de sa solitude, l'en empêchait. Le 4e jour, elle prit une décision. Elle ne pouvait pas perdre Cédric, mais elle ne pouvait pas non plus accepter sa passivité. Elle allait l'aider, qu'il le veuille ou non. Elle passa sa pause déjeuner à éplucher les petites annonces. Elle trouva un poste de coordinateur logistique dans une PME de banlieue. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était un début. Un bureau, des horaires fixes, un titre sur une carte de visite. C'était respectable. Elle lui envoya un message. « Il faut qu'on parle. Café des Arts, 19h. »
Il arriva à l'heure pile. Il semblait fatigué, les traits tirés, mais ses yeux gris brillaient toujours, de cette même lueur indéchiffrable. Il ne tenta pas de l'embrasser, s'asseyant face à elle avec une distance prudente. « Félicitations pour le dossier Phoenix, dit-il, avant même qu'elle n'ouvre la bouche. J'ai vu l'annonce dans la presse économique ce matin. Ton nom n'était pas cité, mais je sais que c'est toi qui as fait tout le travail de fond. » Isabelle fut déstabilisée. Même à distance, même en froid, il la suivait. Il était fier d'elle. Une boule se forma dans sa gorge. « Merci, dit-elle doucement. C'est une grande opportunité. » Elle prit une inspiration, plongea la main dans son sac et sortit la fiche de poste imprimée. Elle la fit glisser sur la table en marbre, entre leurs 2 cafés noirs. « Je t'ai trouvé ça, Cédric. » Il baissa les yeux sur le papier, lut l'intitulé, puis releva la tête. Son expression était illisible. « Coordinateur logistique, c'est dans tes cordes. Tu connais les transports, tu es organisé. Le salaire est correct pour débuter. Et surtout, c'est un vrai métier, avec des perspectives d'évolution. » Cédric repoussa doucement la feuille vers elle, sans colère, mais avec une fermeté absolue. « Je ne cherche pas de travail, Isabelle. »« Mais tu en as besoin ?» s'emporta-t-elle, oubliant sa résolution de rester calme. « Pour nous, pour qu'on puisse avancer. Je ne peux pas te présenter à mes parents, à mes collègues, en disant indéfiniment que tu es chauffeur. »« Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. « Est-ce que mon métier change qui je suis? Est-ce qu'il change la façon dont je te traite? Est-ce qu'il m'empêche de t'aimer? Il m'empêche de te respecter. » Les mots étaient sortis trop vite, brutaux, irrévocables. Isabelle plaqua sa main sur sa bouche, mais c'était trop tard. Le mal était fait. Cédric accusa le coup. Il ferma les yeux un instant, comme pour encaisser une douleur physique. Quand il les rouvrit, la chaleur avait disparu. Il ne restait qu'une tristesse glaciale. « Je vois, dit-il d'une voix blanche. Le respect est donc conditionnel pour toi. Il dépend d'un contrat de travail et d'un salaire mensuel. Non, Cédric, essaie de comprendre. Je veux juste que tu réalises ton potentiel. Tu vaux mieux que ça. Et si ça, c'était justement mon choix, si j'avais mes raisons. » Il se pencha vers elle, et pour une seconde, Isabelle crut qu'il allait lui avouer quelque chose d'énorme. Une hésitation passa dans son regard. « Isabelle, écoute-moi bien. J'ai un projet, quelque chose d'important qui se prépare. Fais-moi confiance, encore un peu. Ne regarde pas ce que je fais. Regarde qui je suis. » Mais Isabelle était aveuglée par sa peur et par les standards de son nouveau monde. « Des projets vagues, encore, » soupira-t-elle avec mépris. « Je ne peux pas vivre d'espoir et d'eau fraîche, Cédric. J'ai besoin de concret. Si tu ne prends pas cette offre ou une autre, je ne sais pas si je pourrais continuer. » C'était un ultimatum. Elle l'avait posé sur la table comme une arme chargée. Cédric se leva lentement. Il ajusta sa veste en cuir, ce geste familier qui lui serra le cœur. « Je ne prendrai pas ce poste, Isabelle, pas parce que je suis trop fier, mais parce que ce n'est pas ma vie. Et je ne changerai pas ma vie pour satisfaire le regard de tes collègues snobs. » Il posa un billet sur la table pour payer son café non consommé. « J'espère qu'un jour, tu comprendras que la pauvreté la plus triste n'est pas celle du compte en banque, mais celle du cœur. » Il sortit du café sans se retourner. À travers la vitrine, Isabelle le regarda s'éloigner. Au moment où il allait traverser la rue, un homme en costume 3 pièces, sortant d'une berline noire luxueuse garée en face, l'interpella. Isabelle vit l'homme s'incliner légèrement devant Cédric avec une déférence marquée, avant de lui tendre une enveloppe épaisse. Cédric prit l'enveloppe, hocha la tête sèchement et continua son chemin vers le métro. Il a dû lui rendre un service, pensa Isabelle, rationalisant immédiatement la scène. Un client généreux. Elle refusa de voir l'évidence. Elle refusa de voir que l'homme en costume n'était pas le maître, mais le serviteur. Elle rangea l'annonce froissée dans son sac, le cœur lourd, persuadée d'avoir raison, mais se sentant terriblement, atrocement seule. Les semaines qui suivirent, l'ultimatum au Café des Arts, furent marquées par un vide assourdissant. Isabelle et Cédric ne s'étaient pas officiellement séparés, mais le fil qui les reliait s'était effiloché jusqu'à ne tenir que par l'habitude.
Ils échangeaient des messages banals. Bonne journée, n'oublie pas ton parapluie. Des politesses de voisins de palier qui masquaient un gouffre émotionnel. Pendant ce temps, la carrière d'Isabelle décollait à la verticale. La fusion Phoenix était un triomphe. Son nom circulait désormais dans les couloirs de la direction. Elle avait même reçu une prime substantielle qui lui avait permis de s'offrir un sac de marque, celui-là même que Solène arborait fièrement 3 mois plus tôt. Un jeudi midi, Solène l'invita à déjeuner au Georges, le restaurant étoilé au sommet du centre Pompidou. La vue sur Paris était imprenable, grise et majestueuse. « Tu as changé, Isabelle, » dit Solène en piquant dans sa salade de homard. « Et en bien, tu as perdu ce petit côté provincial. Tu as enfin l'air d'appartenir à ce monde. » Isabelle sourit, flattée malgré elle. C'était ce qu'elle voulait entendre, que ses efforts payaient, que son assimilation était complète. « Il ne te manque plus qu'une chose pour parfaire le tableau, » ajouta Solène, avec un clin d'œil complice. « Ah oui? Quoi donc? L'accessoire indispensable, un homme à la hauteur. » Comme par magie, un homme s'approcha de leur table. Il était grand, portait un costume bleu électrique et une montre dont le prix équivalait à 3 années de loyer d'Isabelle. « Ah, Maximilien !» s'exclama Solène. « Isabelle, je te présente Maximilien de Vigan. Il gère le portefeuille d'investissement de mon père. Maximilien, voici Isabelle, notre étoile montante. » Le déjeuner se transforma en un interrogatoire déguisé. Maximilien était charmant, mais d'une manière mécanique. Il parlait de ses vacances aux Maldives, de la performance de ses actions asiatiques et de sa nouvelle Porsche Cayenne. Il ne posa aucune question à Isabelle sur ses goûts, ses rêves ou ses opinions. Il ne s'intéressait qu'à son poste et à ses relations. Isabelle l'écoutait, hochant la tête au bon moment, mais son esprit dérivait. Elle pensait à Cédric. Elle pensait à leur débat passionné sur les quais de Seine, à la façon dont il écoutait le silence, à ses yeux qui s'illuminaient quand elle parlait d'un livre qui l'avait touché. Avec Maximilien, elle s'ennuyait à mourir. Mais Maximilien était le bon choix. Il était le miroir qui reflétait l'image de réussite qu'elle construisait. Cédric, lui, était le miroir qui reflétait ses failles et son humanité. Et l'humanité, Isabelle commençait à le croire, était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Alors, chuchota Solène, quand Maximilien s'éloigna pour prendre un appel urgent. « Il est parfait, non? »« Il est très impressionnant, » admit Isabelle, un goût de cendre dans la bouche. « Oublie ton chauffeur, ma chérie. Maximilien, c'est l'avenir. Cédric, c'est le passé. C'est une encre qui te retient au fond. Coupe la corde avant de te noyer. » Cette phrase résonna en Isabelle tout l'après-midi. Coupe la corde. En rentrant chez elle ce soir-là, elle trouva une petite enveloppe dans sa boîte aux lettres. Pas de timbre. Cédric l'avait déposée lui-même. À l'intérieur, un ticket pour une exposition sur l'impressionnisme au musée d'Orsay et un mot manuscrit « Je sais que tu es très occupé, mais la beauté aide parfois à voir plus clair. J'y serai samedi à 14h. Viens si tu veux. Pas de pression. Juste nous. Cédric. » Isabelle tint le billet entre ses doigts, manucurés. C'était une main tendue, une invitation à revenir à l'essentiel, à la simplicité. Mais la voix de Solène, stridente et assurée, couvrit celle de son cœur. « Il te retient, au fond. » Elle regarda son appartement, rempli de ses nouveaux achats, symbole de sa réussite. Elle regarda ce billet de musée à 12 €. Le contraste lui parut soudain ridicule. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans cet entre-deux. Elle ne pouvait pas fréquenter le Georges le midi et manger des pâtes dans 20 mètres carrés le soir. La colère monta en elle, une colère froide, définitive. Elle n'irait pas au musée. Elle ne laisserait pas la nostalgie l'affaiblir. Elle saisit son téléphone et composa le numéro de Cédric. Il répondit à la première sonnerie. « Isabelle ?» Sa voix était pleine d'espoir. « On ne va pas au musée, Cédric, » dit-elle sèchement. « Je ne veux plus de rendez-vous improvisés ou de billets laissés dans ma boîte aux lettres comme si on avait 15 ans. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « D'accord. Que veux-tu alors ? » « Je veux qu'on mette les choses au clair. Une bonne fois pour toutes. Viens dîner chez moi demain soir. Je préparerai tout. »« C'est un dîner d'adieu, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Isabelle ferma les yeux, une larme solitaire roulant sur sa joue qu'elle essuya rageusement.
C'est un dîner de vérité, Cédric. À demain. Elle raccrocha. Ses mains tremblaient, mais elle se sentait étrangement soulagée. Elle allait couper la corde. Elle allait se libérer de ce poids mort pour s'envoler vers les sommets promis par Solène et Maximilien. Elle ignorait encore que la chute serait bien plus brutale que l'ascension. Isabelle avait tout orchestré comme une mise en scène. Son appartement, autrefois chaleureux et un peu désordonné, ressemblait ce soir-là à une page de catalogue immobilier. Elle avait acheté des fleurs coûteuses, dressé la table avec une nappe en lin immaculée et ouvert une bouteille de vin hors de prix qu'elle avait achetée sur les conseils de Maximilien. Elle ne voulait pas d'une dispute brouillonne. Elle voulait une rupture nette, chirurgicale, indiscutable. Lorsque Cédric frappa à la porte à 20 heures précises, il portait un bouquet de roses sauvages, un peu échevelé, sans doute cueilli quelque part en banlieue ou acheté chez un petit fleuriste de quartier. Isabelle le prit du bout des doigts, réprimant un soupir d'agacement face à ce manque de raffinement, et le posa dans un vase, sans même le recouper. « Ça sent bon », dit Cédric en entrant, ignorant la froideur ambiante. « Coquille Saint-Jacques ? Oui, assieds-toi. » Le dîner commença dans un silence pesant, seulement troublé par le tintement de l'argenterie sur la porcelaine. Cédric essaya de parler de sa journée, d'un client pianiste qui lui avait raconté l'histoire du jazz, mais Isabelle l'interrompit sèchement. « Cédric, arrête, je n'ai pas envie d'entendre les anecdotes de tes clients. Je t'ai fait venir pour parler de nous. » Il posa sa fourchette, son visage devenant grave. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste. « Je sais, Isabelle, je sens que tu t'éloignes, et je pense qu'il est temps de franchir une étape, de sceller quelque chose de vrai, loin de tout ce bruit. » Il sortit un petit écrin en velours bleu usé. Le cœur d'Isabelle manqua un battement, non pas de joie, mais de panique. Il allait la demander en mariage, maintenant, avec ses moyens dérisoires. Avant qu'il ne puisse ouvrir la boîte, elle explosa. La pression des dernières semaines, les mots de Solène, sa propre peur de l'échec, tout remonta en une vague de cruauté. « Non, range ça tout de suite !» cria-t-elle. Cédric se figea, la main suspendue au-dessus de la nappe. « Isabelle, tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Tu vis dans un monde imaginaire. Tu crois qu'une bague bon marché va régler le fait que nous n'avons rien en commun ?» Elle se leva, renversant presque sa chaise. Elle avait besoin de bouger, de dominer l'espace. « Regarde-nous, Cédric, regarde où je vais et regarde où tu restes. Je suis invité dans les plus grands cercles, je gère des millions. Et toi, tu te contentes de conduire les autres vers leur destin parce que tu es incapable de construire le tien. L'argent ne définit pas la valeur d'un homme, tenta-t-il calmement, bien que sa voix tremblât légèrement. « Arrête avec tes phrases de biscuits chinois !» hurla-t-elle. « C'est facile de mépriser l'argent quand on n'en a pas. Mais je commence à croire que tu n'es pas si naïf que ça. » Elle s'approcha de lui, les yeux plissés par la méfiance instillée par Solène. « Tu sais que je gagne bien ma vie maintenant. Tu le vois. Tu es bien confortable dans ce rôle de l'artiste incompris pendant que je paie les sorties, que je me bats, que j'assure notre sécurité. Au fond, c'est ça la vérité. Tu es un opportuniste, Cédric. Tu t'accroches à moi parce que je suis ton ticket de sortie de la médiocrité. » Le silence qui suivit cette accusation fut terrifiant. Cédric ne bougea pas. Il ne cligna même pas des yeux. Son visage, d'ordinaire si expressif, devint un masque de marbre blanc. L'accusation de profiteur était l'insulte suprême pour lui, bien plus blessante que n'importe quelle critique sur ses vêtements. Il referma doucement ses doigts sur le petit écrin de velours, le faisant disparaître dans sa paume. « C'est vraiment ce que tu penses de moi ?» demanda-t-il d'une voix si basse qu'elle dut tendre l'oreille. « Que je suis là pour ton argent? Prouve-moi le contraire. Qu'as-tu apporté dans cette relation à part ta présence et tes beaux discours? Je suis fatigué, Cédric. Fatigué de tirer la charrette seul. Je veux un homme qui me tire vers le haut, pas un poids mort qui attend que je le nourrisse. C'est fini. Sors de chez moi. » Cédric se leva lentement. Il n'y avait aucune colère dans ses gestes, seulement une dignité immense et triste qui, pendant une fraction de seconde, fit douter Isabelle. Il remit l'écrin dans sa poche. Il se dirigea vers la porte d'entrée. La main sur la poignée, il se tourna une dernière fois vers elle. Ses yeux gris étaient voilés de larmes qu'il refusait de laisser couler.
Tu as raison sur un point, Isabelle. Nous ne vivons pas dans le même monde. Pas parce que tu es riche et que je suis pauvre, mais parce que tu penses que l'amour est une transaction, alors que je pensais que c'était un don. Il marqua une pause, et ses mots suivants tombèrent comme une sentence prophétique. J'espère qu'un jour, tu découvriras qui je suis vraiment. Mais quand cela arrivera, il sera peut-être trop tard. La porte se referma avec un claquement sec. Isabelle resta seule au milieu de son salon impeccable. Elle regarda les Saint-Jacques, refroidis dans les assiettes. Elle s'attendait à ressentir une libération, un soulagement intense. Au lieu de cela, elle sentit un froid polaire l'envahir, comme si, en mettant Cédric dehors, elle avait aussi chassé toute la chaleur de sa vie. Mais elle se redressa, attrapa son téléphone et envoya un message à Solène. « C'est fait, je suis libre. » Elle ne savait pas encore qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de son existence. L'ivresse de la liberté, Isabelle le découvrit rapidement, avait un goût étrangement métallique. Dans les 2 semaines qui suivirent le départ de Cédric, sa vie s'accéléra à un rythme vertigineux. Débarrassée de ce qu'elle considérait comme un frein émotionnel, elle se jeta corps et âme dans son travail. Elle fut officiellement promue directrice de clientèle. Son salaire doubla. Elle déménagea dans un appartement plus chic dans le 16e arrondissement, sur les conseils insistants de Solène. Elle remplaça sa garde-robe, troquant ses dernières pièces de prêt-à-porter pour des créateurs en vogue. Un vendredi soir, elle se retrouva au bras de Maximilien de Vigan lors d'un vernissage privé. Maximilien était tout ce que Cédric n'était pas. Riche, influent, parfaitement intégré, il lui parlait de ses investissements dans les vignobles bordelais et critiquait le choix du traiteur avec une expertise snob. « Ce champagne est trop vert », grimaça-t-il. « Ils auraient dû servir un millésimé 2012. Tu ne trouves pas, Isabelle ?» Isabelle but une gorgée. Le liquide pétillant lui semblait parfait, mais elle hocha la tête. « Tout à fait, Max. Un peu décevant. » Son regard erra sur la foule. Elle cherchait inconsciemment une silhouette familière, un blouson en cuir usé au milieu des smokings. Elle cherchait ce regard gris qui savait lire en elle. Mais il n'y avait que des visages lisses, des sourires de façade et des yeux qui calculaient sa valeur sociale. Une terrible lassitude l'envahit. Avec Cédric, même manger une crêpe sur un banc avait une saveur d'aventure. Avec Maximilien, même le luxe le plus exquis semblait fade, prévisible. Elle chassa cette pensée. « C'est le prix de la réussite », se répéta-t-elle. « La nostalgie est une faiblesse. » Le lundi suivant, une onde de choc traversa les bureaux de Verrier & Associés. Une rumeur, d'abord murmurée près de la machine à café, devint une clameur officielle à midi. L'agence venait d'être rachetée. Pas par un concurrent direct, mais par un géant. Le groupe Beaumont. Le nom fit frémir tout l'étage. Beaumont était une institution en France, un empire tentaculaire allant de l'immobilier aux médias, en passant par l'industrie de luxe. Une vieille famille, discrète, puissante, presque royale. « C'est incroyable !» s'exclama Solène surexcitée en entrant dans le nouveau bureau vitré d'Isabelle. « Tu te rends compte ? On joue dans la cour des grands maintenant. On dit que le fils héritier a repris les rênes récemment après la maladie du patriarche. Il paraît qu'il veut tout moderniser. » Isabelle sentit une pointe d'excitation. C'était l'opportunité d'une vie. Travailler pour Beaumont, c'était atteindre le sommet de la pyramide alimentaire parisienne. « Sait-on qui va diriger la transition ?» demanda Isabelle, pragmatique. « Le président lui-même vient demain, » chuchota Solène, comme si c'était un secret d'État. « Il veut rencontrer les responsables des dossiers clés. Et devine qui gère le dossier Phoenix, le plus gros succès de l'année ?» Isabelle sourit. C'était elle. « Prépare-toi, ma chérie, » ajouta Solène. « C'est le moment de briller. Oublie tes petits états d'âme. Demain, tu joues ton avenir. » Isabelle passa la nuit au bureau. Elle révisa chaque chiffre, chaque slide de sa présentation. Elle voulait être inattaquable. Elle voulait prouver non seulement à ce mystérieux président, mais aussi à elle-même, qu'elle avait eu raison de tout sacrifier, qu'elle avait eu raison de choisir l'ambition plutôt que l'amour médiocre. Vers 3 heures du matin, seule dans la tour silencieuse, elle eut un moment de faiblesse. Elle sortit son téléphone et regarda la conversation avec Cédric. Le dernier message était le sien. « C'est fait, je suis libre. »
aucune réponse. Il avait disparu de sa vie aussi discrètement qu'il y était entré. Elle faillit écrire « J'ai peur pour demain ». Mais elle effaça les mots. La Isabelle qui avait besoin d'être rassurée n'existait plus. Elle était désormais une femme d'affaires, une tueuse. Le lendemain matin, vêtue de son tailleur le plus strict, maquillée avec précision, elle attendait dans l'antichambre de la salle de conférence exécutive. Ses mains étaient moites, mais son visage était de marbre. La secrétaire de direction, une femme d'âge mûr à l'air sévère, sortit de la salle. « Mademoiselle Dumas, le président vous attend. Vous avez 20 minutes pour le convaincre que le projet Phénix mérite d'être conservé sous la nouvelle direction. » Isabelle se leva, lissa sa jupe, prit une profonde inspiration et poussa la lourde porte en chêne. Elle s'attendait à voir un vieil homme en costume gris ou peut-être un jeune loup aux dents longues. Elle entra dans la lumière crue de la salle de réunion, prête à livrer le combat de sa vie, ignorant qu'elle marchait droit vers l'abîme de ses propres certitudes. La salle du conseil était un sanctuaire de silence et de lumière. Une immense baie vitrée offrait une vue panoramique sur tout Paris, dominant la ville comme un trône domine une cour. Au centre, une table en ébène s'étirait sur plusieurs mètres, entourée de fauteuils en cuir sombre. Mais Isabelle ne vit rien de tout cela. Son regard fut instantanément aimanté par la seule personne présente dans la pièce. L'homme se tenait debout près de la fenêtre, tournant le dos à la porte, observant l'horizon. Sa posture était impériale. Ses épaules, mises en valeur par un costume bleu nuit d'une coupe chirurgicale, un tissu dont Isabelle reconnut immédiatement la qualité suprême, dégageaient une autorité naturelle. « Monsieur le Président ?» commença Isabelle, la voix légèrement tremblante, serrant son dossier contre sa poitrine comme un bouclier. L'homme se tourna lentement. Le temps s'arrêta. Le cœur d'Isabelle manqua un battement, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle craigne qu'il ne reparte jamais. Le dossier glissa de ses doigts moites et s'écrasa sur la moquette épaisse dans un bruit mat. Ce n'était pas un étranger. Ce n'était pas un vieux patriarche. C'était Cédric. Mais ce n'était pas son Cédric. L'homme qui lui faisait face avait le même visage, les mêmes yeux gris orageux. Mais tout le reste avait changé. Fini le blouson en cuir élimé, fini la douceur accessible, fini le regard tendre et patient. L'homme qui la fixait était froid, distant, terriblement impressionnant. Il portait au poignet une montre, Patek Philippe, dont le prix dépassait celui de la voiture qu'il conduisait autrefois. Il émanait de lui une puissance brute, celle des hommes qui n'ont pas besoin d'élever la voix pour être obéis. « Cédric !» souffla-t-elle, le sang quittant son visage pour la laisser livide. « C'est impossible. Que fais-tu ici ?» Il ne sourit pas. Il ne fit pas un pas vers elle. Il resta derrière le rempart de la table en ébène. « Asseyez-vous, mademoiselle Dumas, dit-il. » Sa voix était calme, mais dénuée de toute chaleur. C'était une voix de patron, pas d'amant. « Je ne comprends pas, balbutia-t-elle, les jambes flageolantes. Tu es le chauffeur. Tu es Cédric Valois. Cédric Valois de Beaumont, corrigea-t-il sèchement. J'utilise le nom de ma mère quand je veux qu'on m'apprécie pour ce que je suis et non pour ce que je possède. Une précaution qui, vous en conviendrez, s'est avérée instructive. » Isabelle tomba littéralement dans le fauteuil le plus proche. Le monde tanguait, les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit avec une violence inouïe. Son intelligence, sa culture, son désintérêt pour l'argent, cette déférence de l'homme en costume l'autre jour. Tout prenait sens, il n'était pas pauvre, il n'était pas sans ambition, il était l'héritier de l'Empire. Il était le sommet de la montagne qu'elle essayait si désespérément de gravir, et elle l'avait traité comme un caillou dans sa chaussure. « Tu m'as menti », murmura-t-elle, partagée entre la terreur et une indignation défensive. Tout ce temps, c'était un jeu. Cédric s'assit face à elle, croisant les mains sur le bois sombre. « Ce n'était pas un jeu, Isabelle. C'était une parenthèse. Après la mort de mon père, j'ai fait un burn-out. J'étais entouré de requins, de gens qui ne voulaient que mon carnet de chèques. J'ai eu besoin de vérité, de simplicité. J'ai voulu voir si quelqu'un pouvait m'aimer sans le décorum. » Il la fixa droit dans les yeux, et Isabelle sentit le poids de sa propre honte l'écraser. « Je pensais t'avoir trouvé, » poursuivit-il sans émotion apparente. « Tu semblais différente, authentique.
Mais j'ai découvert que l'authenticité n'était qu'un vernis qui craque sous la pression de l'ambition. Cédric, tenta-t-elle, les larmes aux yeux. Monsieur de Beaumont, trancha-t-il. Nous sommes dans un cadre professionnel, mademoiselle Dumas. Vous êtes ici pour défendre le projet Phénix. Je vous écoute. C'était le coup de grâce. Il refusait l'intimité. Il refusait les excuses. Il la ramenait à sa condition d'employé face au propriétaire de son destin. Isabelle voulut hurler, pleurer, se jeter à ses genoux pour lui dire qu'elle l'aimait encore, qu'elle avait été idiote, manipulée par Solène, aveuglée par la peur de manquer. Mais les mots de leur dernier dîner résonnaient dans la pièce comme un écho cauchemardesque. « Tu es un opportuniste, un poids mort, un ticket de sortie. » Elle avait traité l'un des hommes les plus riches de France de profiteur. Elle l'avait humilié pour sa supposée pauvreté, alors qu'il aurait pu acheter son immeuble d'un claquement de doigts. L'ironie était si cruelle qu'elle en avait la nausée. Tremblante, elle se pencha pour ramasser son dossier. Ses mains n'arrivaient pas à tenir les feuilles. Elle était nue, psychologiquement dévastée. « Je ne peux pas, » chuchota-t-elle. « Je ne peux pas faire cette présentation. Pas maintenant. » Cédric la regarda lutter. Pendant une fraction de seconde, une lueur de pitié traversa son regard d'acier, mais elle disparut aussitôt, remplacée par la déception. « C'est dommage, » dit-il froidement. « Le dossier est excellent. J'ai lu vos notes. Vous avez du talent, Isabelle. C'est tragique que votre jugement humain ne soit pas à la hauteur de vos compétences professionnelles. » Il se leva, signifiant que l'entretien était terminé. « Vous gardez votre poste, bien entendu. Je ne mélange pas les affaires et les erreurs personnelles. Mais le projet Phénix sera supervisé directement par mon bureau. Vous pouvez disposer. » Isabelle se leva comme un automate. Elle se dirigea vers la porte, chaque pas pesant 1 tonne. Juste avant qu'elle ne sorte, la voix de Cédric la retint une dernière fois. « Isabelle ?» Elle se retourna, une lueur d'espoir insensé s'allumant dans sa poitrine. « La bague, » dit-il doucement. « Celle que tu as refusé de voir l'autre soir. » Il sortit l'écrin de velours bleu de sa poche de costume. Il l'ouvrit. À l'intérieur brillait un diamant vintage, d'une pureté exceptionnelle, monté sur un anneau d'or blanc finement ciselé. Une bague de famille, un trésor inestimable. Elle appartenait à ma grand-mère. Je voulais la donner à la femme qui m'aimait quand je n'étais rien. Il referma l'écrin avec un cliquetis sec qui résonna comme un coup de feu. « Adieu, Isabelle !» Elle sortit en titubant, aveuglée par les larmes, laissant derrière elle l'homme de sa vie, sa fortune, et surtout cet amour inconditionnel qu'elle avait sacrifié sur l'autel de sa vanité. Dans le couloir, Solène l'attendait, un grand sourire aux lèvres. « Alors, comment est le nouveau président ? Il paraît qu'il est terrible. » Isabelle la regarda, le maquillage coulant sur ses joues, et éclata d'un rire hystérique qui glaça le sang de sa collègue. « Il est exactement ce que je méritais. » Le retour à son bureau fut une épreuve de somnambulisme. Isabelle traversa l'open space comme une ombre, sourde au bruit des claviers et aux conversations téléphoniques. Elle s'effondra sur sa chaise ergonomique hors de prix, le regard vide, fixant l'écran de veille de son ordinateur. Solène, n'y tenant plus, déboula dans son bureau, fermant la porte avec une conspiration excitée. « Alors, raconte ! Il t'a mangé toute crue ? Tu as une tête de déterré. Ne me dis pas que tu as planté la présentation Phénix ?» Isabelle leva lentement les yeux vers celle qu'elle avait considérée comme un mentor, un modèle de réussite. Pour la première fois, elle vit Solène telle qu'elle était vraiment. Une coquille vide, brillante à l'extérieur, mais remplie de vent et de venin. « La présentation s'est bien passée, » répondit Isabelle d'une voix éteinte. « Ah, et lui ? Le grand Cédric de Beaumont, il est aussi charismatique qu'on le dit. » À l'évocation de ce nom, une douleur physique transperça la poitrine d'Isabelle. Elle eut un haut le cœur. « Solène, s'il te plaît, laisse-moi seule. » Solène fronça les sourcils, vexée. « Oh, ne fais pas ta diva. Si tu as raté ton coup, ce n'est pas ma faute. Je t'avais dit de te concentrer. Heureusement que tu t'es débarrassé de ton chauffeur. Tu imagines la honte si le président avait su que tu sortais avec un moins que rien. » Isabelle se leva d'un bond, une fureur soudaine balayant sa torpeur. « Tais-toi, Solène. Juste, tais-toi.
Ce moins que rien avait plus de classe dans son petit doigt que toi dans toute ton existence. Solène recula, choquée, la bouche ouverte. Isabelle ne lui laissa pas le temps de répliquer. Elle prit son sac à main de luxe, celui-là même qui lui semblait désormais peser des tonnes, et sortit du bureau en plein milieu de l'après-midi, laissant sa collègue médusée. Dehors, Paris était toujours le même, indifférent et gris. Mais pour Isabelle, la ville avait perdu ses couleurs. Elle marcha sans but pendant des heures. Ses pas la ramenèrent inconsciemment vers le 18e arrondissement, devant son ancien immeuble, puis devant le petit studio de Cédric aux Batignolles. Elle leva la tête vers le 5e étage. Les volets étaient clos. Une agence immobilière avait déjà posé un panneau « Alloué » sur la façade. Il était parti. Il avait effacé ses traces. La parenthèse était refermée. Isabelle rentra chez elle, dans son appartement du 16e arrondissement aux moulures parfaites. Elle s'assit sur son canapé en velours et regarda autour d'elle. Tout ici criait la réussite. Les vases design, les tapis de soie, la vue sur la tour Eiffel. C'était le décor qu'elle avait tant désiré. Et pourtant, elle n'avait jamais eu aussi froid. Elle réalisa avec une lucidité terrifiante qu'elle était devenue la pauvre de l'histoire. Elle avait de l'argent, oui, mais elle avait perdu la seule personne qui la voyait vraiment. Cédric était riche de tout, d'argent certes, mais surtout de principes, de patience et d'amour. Elle n'avait que des objets et des regrets. Les jours suivants furent une torture psychologique raffinée. Au bureau, Isabelle continuait de travailler sur le dossier Phoenix, mais sous la supervision d'un intermédiaire froid dépêché par le bureau du président. Elle ne revit pas Cédric. Il était devenu une entité invisible, omniprésente dans les mémos et les signatures électroniques, mais physiquement inaccessible. Chaque fois qu'elle recevait un email signé « Bureau de C. de Beaumont », son cœur s'arrêtait. Elle cherchait un signe, un code, un message caché. Il n'y en avait jamais. C'était professionnel, chirurgical. Un soir, n'y tenant plus, elle tenta de l'appeler. Son numéro personnel n'était plus attribué. Elle composa alors le numéro du standard de la holding Beaumont. « Bonjour, ici Isabelle Dumas de chez Verrier. Je souhaiterais parler à monsieur de Beaumont, s'il vous plaît. C'est personnel. » La secrétaire à l'autre bout du fil eut un ton poli mais ferme, celui qu'on utilise pour éconduire les importuns. « Monsieur le Président ne prend aucun appel personnel au bureau, mademoiselle. Si c'est professionnel, veuillez envoyer un courriel à son assistante. Dites-lui juste que c'est Isabelle, qu'il sait qui je suis. Monsieur de Beaumont a été très clair, mademoiselle. Aucune exception. Bonne journée. » Le clic du téléphone qui raccroche résonna comme une condamnation à mort. Il avait érigé une forteresse autour de lui. Il ne voulait plus d'elle, ni de ses excuses. Isabelle posa son front contre la vitre froide de son bureau. Elle revit la scène du dîner. Elle s'entendit prononcer ces mots horribles. « Tu es un opportuniste ». Elle comprit que le pardon ne s'achèterait pas. Il ne suffirait pas de dire « je suis désolé ». Elle avait brisé quelque chose de fondamental, la confiance d'un homme qui cherchait à être aimé pour lui-même. Elle ouvrit le tiroir de son bureau. Au fond, caché sous des dossiers, il y avait le ticket d'entrée pour le musée d'Orsay qu'elle n'avait jamais utilisé. La date était passée depuis 3 semaines. Elle caressa le petit bout de papier cartonné. C'était là que tout s'était joué. À ce carrefour entre l'orgueil et l'amour. Elle avait choisi l'orgueil, et elle se retrouvait désormais seule au sommet d'une montagne de glace. Une larme tomba sur le papier, diluant l'encre. Isabelle prit alors une décision. Elle ne pouvait pas continuer comme ça. Elle ne pouvait pas rester dans cette tour d'ivoire à faire semblant. Il fallait qu'elle change, vraiment. Pas pour le reconquérir, elle pensait cela impossible, mais pour pouvoir se regarder à nouveau dans un miroir sans dégoût. La démission d'Isabelle tomba sur le bureau du DRH de Verrier & Associés comme une pierre dans une mare d'huile. C'était un lundi matin gris de novembre, exactement 1 an après sa rencontre avec Cédric sous la pluie de la Défense. La boucle temporelle lui semblait ironique, presque cruelle. « Vous êtes folle, Isabelle », siffla Solène en la coinçant près de l'ascenseur, tenant son carton d'affaires personnel. « Vous venez d'être promu, vous êtes sur le dossier Beaumont. Personne ne démissionne à ce stade. C'est un suicide professionnel. » Isabelle ajusta son écharpe.
Ce n'était plus une écharpe en cachemire de marque, mais une vieille laine tricotée qu'elle avait retrouvée au fond d'un tiroir. Non, Solène, rester ici, devenir comme toi, ça, ce serait un suicide. J'ai cru que je voulais ta vie. J'ai cru que le bonheur, c'était d'écraser les autres pour se sentir grand. J'avais tort. Elle vit l'incompréhension totale dans les yeux de sa collègue. Solène ne pouvait pas comprendre, car pour elle, le sommet de la tour était la seule destination possible. Isabelle, elle, venait de comprendre que l'air y était irrespirable. Les semaines qui suivirent furent une purge. Isabelle quitta son appartement prestigieux du 16e arrondissement. Elle ne pouvait plus supporter ces murs blancs et froids qui lui rappelaient chaque jour ce qu'elle avait perdu. Elle trouva un petit 2 pièces, lumineux et simple, dans le 11e arrondissement. Un quartier vivant, bruyant, réel. Elle vendit tout. Les sacs de luxe, les chaussures à semelles rouges, les montres, les tailleurs stricts. Elle utilisa l'argent pour faire un don anonyme à une association d'aide à la réinsertion professionnelle. Une ironie qu'elle seule pouvait savourer. Et pour vivre modestement le temps de se retrouver. Le plus dur n'était pas la perte du confort matériel, c'était le silence. Cédric était partout et nulle part. Elle le voyait dans la silhouette d'un passant, dans le reflet d'une vitrine, dans les pages des magazines économiques qu'elle ne pouvait s'empêcher d'acheter et où il apparaissait parfois, visage fermé, coupant des rubans ou signant des contrats. Elle réalisa alors une vérité foudroyante. Elle n'aimait pas Cédric de Beaumont, le milliardaire inaccessible. Elle aimait Cédric, le chauffeur qui lui offrait des crêpes au sucre et qui connaissait la poésie des rues de Paris. Et elle avait tué cet homme-là avec ces mots. Un soir de décembre, alors que la neige commençait à tomber sur la ville, Isabelle s'assit à sa petite table en bois. Elle prit une feuille de papier simple et un stylo. Pas d'email, pas de texto. Elle voulait que l'encre marque le papier comme ses regrets marquèrent sa peau. Elle écrivit pendant des heures, raturant, recommençant, pleurant parfois. Elle ne cherchait pas à s'excuser pour obtenir son pardon. Elle ne cherchait pas à le récupérer, car elle savait qu'elle ne le méritait pas. Elle voulait juste, pour la première fois de sa vie, être totalement, brutalement honnête. Cédric, je ne t'écris pas à l'homme qui dirige un empire, mais à celui qui m'a appris à regarder Paris sous la pluie. J'ai passé ma vie à courir après une image, persuadé que ma valeur dépendait du regard des autres. Quand je t'ai rencontré, tu m'as offert un miroir où je pouvais être moi-même. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur de cette simplicité, peur qu'elle ne soit pas assez pour le monde, dans lequel je voulais briller. Je t'ai traité d'opportuniste. C'est le plus grand regret de ma vie. Non pas parce que tu es riche, ton argent m'importe moins que rien aujourd'hui, mais parce que tu étais la personne la plus intègre que j'ai jamais connue. Et je t'ai sali avec mes propres insécurités. Tu m'as dit un jour que la pire pauvreté était celle du cœur. J'étais misérable, Cédric, alors même que je pensais être au sommet. Aujourd'hui, je n'ai plus rien de ce que je croyais important. Mais je commence enfin à me retrouver. Je ne demande rien, pas de réponse, pas de rencontre. Je voulais juste que tu saches que je t'ai aimé, mal, maladroitement, égoïstement, mais que cet amour était la seule chose vraie dans mon mensonge. Sois heureux, tu le mérites plus que quiconque. Isabelle. Elle mit la lettre dans une enveloppe. Le lendemain, elle se rendit au siège du groupe Beaumont. Elle ne demanda pas à le voir. Elle savait qu'on lui barrerait la route. Elle confia l'enveloppe à l'hôtesse d'accueil, une jeune femme intimidée par le nom inscrit dessus. « Pour Monsieur de Beaumont, c'est personnel. S'il vous plaît, assurez-vous qu'il l'est. » Puis, elle sortit dans le froid piquant, se sentant étrangement légère. Elle avait lancé sa bouteille à la mer. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne. Elle s'était pardonnée un peu. Elle avait grandi, beaucoup. Elle reprit sa vie, une vie simple. Elle trouva un travail dans une petite librairie de quartier. C'était loin des fusions-acquisitions, loin des paillettes. Elle rangeait des livres, conseillait des lecteurs. Et le soir, elle rentrait chez elle à pied, apaisée. Elle ne savait pas que sa lettre n'avait pas fini à la poubelle. Elle ne savait pas que tout là-haut, au dernier étage de la tour de verre, un homme lisait et relisait ces mots, assis face à la ville illuminée, se battant contre sa propre fierté. C'était le soir du 24 décembre.
Paris s'était drapé dans un manteau blanc. La neige étouffant les bruits de la ville, transformant les boulevards en rivières de silence. Isabelle ferma la grille de la petite librairie du quartier Oberkampf, où elle travaillait désormais. Elle n'avait pas prévu de grand réveillon. Pas de champagne millésimé, pas de foie gras, pas de robe de soirée. Juste un bon livre, une soupe chaude et la paix de l'âme qu'elle avait mis si longtemps à trouver. Elle marcha jusqu'à son petit immeuble. Il ressemblait étrangement à celui qu'elle habitait quand elle était arrivée à Paris. Une façade modeste, une porte d'entrée qui grinçait et pas d'ascenseur. Mais cette fois, elle ne montait pas les escaliers avec le poids de l'échec sur les épaules. Elle les montait avec la légèreté de celle qui ne doit rien à personne. Arrivée sur le palier du 3e étage, elle chercha ses clés dans son sac en toile. Ses doigts s'engourdis, rougis par le froid, peinaient à saisir le métal. C'est alors qu'elle sentit une présence, une odeur familière, mélange de pluie, de cuir froid et d'un parfum boisé subtil, flotta dans l'air de la cage d'escalier. Elle se figea, le cœur battant à tout rompre. Elle tourna la tête lentement vers l'ombre du couloir. Un homme était adossé au mur, près de sa porte. Il ne portait pas de costume sur mesure. Il ne portait pas de manteau en cachemire à 3000 €. Il portait un vieux blouson en cuir, un jean délavé et des baskets. Il avait les mains dans les poches, les épaules légèrement voûtées, comme s'il portait une charge invisible. « Cédric !» souffla-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Il sortit de l'ombre. La lumière minuterie du couloir s'éteignit, les plongeant dans la pénombre, éclairée seulement par le rail de lumière venant de la rue. « Bonsoir, Isabelle !» Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une immense fatigue et une prudence palpable. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle, osant à peine croire à une hallucination de son esprit solitaire. « Tu devrais être, je ne sais pas, dans un château, avec ta famille, à célébrer Noël. »« J'y étais, » répondit-il. « Il y a 1 heure, j'étais au milieu de 200 personnes qui riaient trop fort et qui me parlaient de fusion boursière en mangeant du caviar. » Il fit un pas vers elle. « J'ai reçu ta lettre, Isabelle. » Isabelle baissa la tête, incapable de soutenir son regard gris perçant. « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Je voulais juste que tu saches. Je l'ai lu 10 fois, continua-t-il doucement. J'ai cherché le mensonge. J'ai cherché la stratégie. J'ai cherché la Isabelle de Verrier et d'Associés, celle qui voulait grimper à tout prix. Elle n'existe plus, murmura-t-elle. Elle est partie avec les illusions. » Cédric resta silencieux un long moment. Le temps semblait suspendu dans ce couloir froid. « Tu sais, dit-il enfin, être riche c'est facile. On signe des chèques, on donne des ordres. Mais pardonner à celle qui a piétiné ce que j'avais de plus cher, ma sincérité, c'est la chose la plus difficile que j'ai eue à faire. » Isabelle releva les yeux, les larmes roulant sur ses joues froides. « Je ne te demande pas de me pardonner, Cédric, je ne le mérite pas. C'est vrai, dit-il avec une honnêteté brutale qui fit tressaillir Isabelle. Tu ne le mérites probablement pas. Et pourtant, je suis là. » Il sortit une main de sa poche. Elle était vide. Pas de bague en diamant, pas de cadeau somptueux. Juste sa main, ouverte, paume vers le ciel. « Je suis venu en voiture, pas la limousine avec chauffeur. Ma vieille berline grise, elle est garée en bas. Je n'ai pas de portefeuille sur moi, je n'ai pas de titre ce soir. Je ne suis pas monsieur de Beaumont. » Il la regarda avec une intensité qui brûla les dernières défenses d'Isabelle. « Si je franchis cette porte avec toi, Isabelle, je ne t'offrirai rien d'autre que moi. Pas de voyage aux Maldives, pas de robe de créateur. Juste des crêpes sur les quais, des livres d'occasion et un homme qui a peur d'avoir mal à nouveau. Est-ce que ça peut suffire ?» Isabelle lâcha ses clés. Elles tombèrent sur le carrelage dans un bruit métallique, mais elle ne s'en soucia pas. Elle s'avança vers lui, franchissant le fossé qu'elle avait elle-même creusé des mois plus tôt. Elle prit sa main. Elle était chaude, rugueuse, vivante. « C'est tout ce que j'ai jamais voulu, Cédric. C'est tout ce qui m'a manqué quand j'avais tout le reste. » Cédric ferma les doigts sur les siens. Pour la première fois depuis leur rupture, le masque de froideur tomba. Un sourire timide mais réel étira ses lèvres. Il approcha son visage du sien et posa son front contre celui d'Isabelle. « Alors, on recommence » chuchota-t-il. « On recommence » promit-elle.
Ils n'entrèrent pas tout de suite dans l'appartement. Ils restèrent là, sur le palier, deux naufragés de la vie moderne qui venaient de retrouver leur rivage. En bas, dans la rue enneigée, la berline grise attendait. Elle ne payait pas de mine, mais elle était prête à les emmener n'importe où. Isabelle comprit alors que la vraie vie ne se mesurait pas à l'altitude à laquelle on montait, mais à la main que l'on tenait pour ne pas tomber. Elle avait perdu une carrière, un statut et une fortune potentielle. Mais en serrant Cédric contre elle, Isabelle sut qu'elle était enfin, et pour la première fois de sa vie, immensément riche.